Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Si l'un de vous peut se mettre là et l'autre là, voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur le Ministre chargé du logement. Vous savez que notre première table ronde portait sur la réindustrialisation, les questions foncières, les besoins en logement qui s'en suivent. Le maire de Dunkerque que vous étiez il y a encore pas longtemps, connaît bien ce sujet. Comment est-ce qu'on accompagne les entreprises et leurs besoins de logement? D'abord, on peut se féliciter, parce qu'effectivement, bonjour à toutes et à tous, et ravi d'avoir répondu positivement à cette invitation. D'abord, on peut se réjouir quand même de la réindustrialisation du pays qui a été souhaitée par le président de la République. Et évidemment, ce n'est pas le président de la communauté urbaine de Dunkerque qui vous dira le contraire. J'ai 20 000 emplois en perspective qui arrivent. Donc j'ai envie de dire, on est ravis de retrouver une dynamique industrielle en France. On est ravis aussi de voir des bassins industriels qui étaient quand même très en difficulté. Moi, je n'oublie pas qu'il y a 10 ans, Dunkerque, c'était moins 1500 habitants par an à l'échelle de l'agglomération, c'est-à-dire l'agglomération qui perdait le plus d'habitants en France. Et aujourd'hui, on est à plus 20 000 emplois en perspective. Ça suppose évidemment de répondre en termes de logement. J'imagine que c'était la question qui était avec, parce que 20 000 emplois qui arrivent sur un territoire, c'est beaucoup de logements en perspective. Ça suppose déjà de reconnaître les enjeux. C'est ce qu'on a fait avec une première réforme des zonages, puisque vous avez vu, alors il n'y a pas que Dunkerque, il y a tous les sites en réindustrialisation qui ont bénéficié d'une remontée dans le zonage aujourd'hui. Dunkerque est par exemple passé en B1, ce qui permet du coup à ces territoires de pouvoir bénéficier de toutes les mesures dédiées à l'attention, le PTZ dans le neuf, le logement locatif intermédiaire. Donc déjà, pouvoir adapter ces zonages, ça a été une première réponse. Ensuite, je pense qu'il faut aussi une réponse en termes de logement, adapter à la situation des territoires. Ça a été dit tout à l'heure. Très souvent, ces sites en réindustrialisation, ce sont des bassins qui n'ont pas connu, comme les métropoles, des fortes croissances démographiques et qui, en fait, ont beaucoup de foncier. Moi, j'ai fait l'inventaire à Dunkerque de tous les fonciers disponibles. J'ai largement de quoi faire les logements qui manquent. Et pourtant, j'ai un besoin de rythme de 1200, c'est-à-dire multiplié par 2 la croissance du logement par an. On est en capacité de le faire. On a les terrains, on le maîtrise en plus, sur des fonciers publics. Il me manque juste les opérateurs aujourd'hui. On est en train d'essayer de les repérer. Appel aux amateurs. Dunkerque, il y a du terrain disponible et on peut négocier. Et là-dessus, vous voyez, avoir cette spécificité d'approche par territoire, c'est effectivement important. Et puis, il faut mobiliser tout le monde. Moi, je vois devant moi le président d'Action Logement, très investi aussi sur les sites en réindustrialisation. On compte sur Action Logement, notamment pour accompagner tout ça. Donc, mobiliser. Hier, j'ai annoncé, avec le soutien du président de la République et de la Première ministre, un nouveau dispositif qui s'appelle Territoire engagé pour le logement, c'est-à-dire une vingtaine d'agglomérations en France, territoires en France. Il y aura probablement des sites industriels dessus qui permettront de bénéficier de boosters, d'accélérateurs de la production du logement. Et donc voilà, il faut mobiliser tout le monde. L'État sera sans doute mobilisé à travers ces dispositifs-là. Si je vous entends bien, pour répondre à tous ces besoins, il faut construire massivement alors. Bien sûr qu'il faudra construire massivement, mais qui a dit qu'il ne fallait pas construire massivement? En tout cas, ce n'est pas moi. Et vous savez, j'ai dit un jour qu'il ne fallait pas construire massivement en France. Je suis surpris d'entendre ça. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait construire. J'ai entendu des voix qui disaient quelque chose d'un peu surprenant, qui disaient qu'il y avait autant de ménages en France qu'il n'y a de logements et donc il ne fallait plus construire. J'ai toujours condamné cette vision en disant qu'elle était totalement stupide. Et quand on allait regarder les besoins des territoires, on s'apercevait qu'on devait construire en France, mais qu'on devait aussi s'occuper des territoires en zone détendue qui, eux, avaient des problèmes de vacances et qu'il fallait plutôt aller chercher dans l'ancien. Donc j'ai toujours dit ça. En tout cas, les besoins de construction sont une évidence. Quand on voit aujourd'hui que 12% des étudiants ont des problèmes d'études à cause du logement, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il ne faut pas construire en France. Donc je suis surpris qu'on puisse interpréter comme ça. Il faut construire en France. Les sites en réindustrialisation en font partie. Il ne faut pas construire partout en France. Et ça, je l'ai dit et je le pense. Il ne faut pas construire partout en France. Il y a du travail à faire plutôt sur des centres anciens qui sont aujourd'hui en vacances, sur un certain nombre de territoires. Mais dans les sites en réindustrialisation, dans les métropoles aujourd'hui, il y a des besoins importants et il faut construire. Olivier Salleron, ça doit être du miel à vos oreilles, ça, il faut construire massivement. On l'a senti quand même tout au long de cette journée, la colère monte, l'inquiétude aussi, la filière est extrêmement inquiète. Oui, bien évidemment. Alors d'abord, je voulais remercier Monsieur le Ministre, cher Patrice,
qui vient devant vous, hein, et devant un stade plein. Hein, on aurait pu, je pense, peut-être faire 80 000 hein, à côté au Stade de France. Mais en tout cas, ils sont là. Ils sont chauds bouillants comme tous les gens de l'Alliance pour le logement et la FAB en particulier, mais en tout cas chauds et bouillants intellectuellement. C'est-à-dire que nous, à la FAB, notre grande tradition, c'est de lutter, de combattre avec le cerveau et surtout avec le travail. Donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. En revanche, et puis on le sait, mais le diagnostic est partagé, vous le partagez, je le sais, vous l'avez dit et je peux en attester. Nous rentrons dans une période de récession. Je sais, ça fait grincer les oreilles du gouvernement et la récession, le ministre de l'économie, et vous-même qui venez d'arriver, donc c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, moi, désolé, quand il y a un chiffre négatif, même moins 0,2% dès l'année 2023, eh bien pour moi, c'est la récession, d'où notre punchline, le logement neuf va entraîner le bâtiment vers la récession. Et cette année, il sera malheureusement en négatif, alors que nos prévisions de décembre dernier étaient encore un petit peu plus à plus 0,7, mais ça arrive beaucoup plus vite que l'on pense. C'est-à-dire qu'on commence à chuter très gravement. Vous savez, c'est très rigolo, mais les toboggans d'Aquacity, on arrive vite à l'eau, on arrive vite au fond de la baignoire, et là, aujourd'hui, on y est. Donc, certes, la rénovation énergétique progresse, et tant mieux, plus 2%, donc on y va, on va y aller. On a obtenu, on le dira tout à l'heure aussi, des avancées certaines sur MaPrimeRénov', mais le logement neuf, la crise du logement neuf entraîne le reste. Bon, de toute manière, on le sait tous, hein, avec moins de 35, moins 40% de permis de construire, de vente, de demande, etc. Aujourd'hui, on va vers une crise grave et malheureusement, on le sait, le bâtiment, c'est du long terme, c'est un paquebot. Quand on l'arrête pour le reprendre, eh bien, évidemment, la crise sociale est proche et je n'emploierai pas, mais enfin si quand même, c'est votre prédécesseur, ministre du Logement, qui l'a employé, cette fameuse bombe sociale qui arrive. Hein. Voilà, je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour débattre. Elle va nous toucher à nous tous, là, vous voyez, tous les adhérents et les entrepreneurs, quels qu'ils soient, entrepreneuses, ouais, c'est pas beau, mais je le dis quand même. Mais nous, à la limite, je veux dire, on peut réduire la voilure. Certains vont mettre un genou, 2 genoux à terre. Eh bien, dans le monde anglo-saxon, c'est normal d'échouer pour mieux rebondir. En revanche, ce sont nos salariés, ce sont nos salariés, hommes et femmes, dont on connaît pratiquement le prénom de chacun. Et c'est eux qui risquent, et 150 000 salariés d'entre eux. Si rien n'est fait tout de suite, mais je le dis malheureusement, et j'ai un discours toujours de vérité, c'est quand même peut-être déjà trop tard. C'est trop tard pour certains d'entre eux. Ce qui n'a pas été signé il y a 3 ans, il y a 2 ans, l'an dernier, et aujourd'hui, eh bien, ne sera pas livré dans 2 ans. Donc, ça y est, on y arrive à la récession, et je le dis beaucoup plus vite que prévu. C'est pour ça que nous avons en face de nous la filière Alliance pour le logement. C'est pour ça que nous tirons la sonnette d'alarme depuis plus de 3 ans aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi, et ça je tiens à le dire de notre Assemblée et tous nos adhérents et de l'Alliance, avec vous, je peux vous dire que la discussion, elle est franche et directe. Et nous, dans les hommes et femmes du bâtiment, c'est ce qu'on apprécie. Monsieur le ministre, cette crise sociale qui vient, certains effectivement parlent de bombe sociale, vous l'entendez, ce constat, vous le partagez? Oui, bien sûr, il y a même une triple crise, pour être précis. Il y a évidemment une crise de la production du logement aujourd'hui, dont on connaît les principaux facteurs explicatifs, d'ailleurs qu'on se sentait poindre depuis pas mal de temps. Des taux d'intérêt, l'explosion des taux d'intérêt, l'augmentation du coût des matériaux qui renchérit le coût de la construction, mais surtout des taux d'intérêt qui sont restés bas pendant très longtemps, tant et si bien qu'aujourd'hui, avec la concurrence entre opérateurs, c'est totalement intégré dans le prix foncier. Et on sait que ce qui est le moins élastique, c'est les prix fonciers. Et aujourd'hui, tant qu'on a des prix fonciers qui correspondent à une France à des taux de 1%, ben on aura une crise de la production du logement. Donc effectivement, il y a à peser sur la question de ces prix fonciers demain par les différents moyens possibles et imaginables. À cette crise de la production du logement s'ajoute une crise environnementale qui est là aussi, qui pousse. La nécessité d'accélérer la transition écologique est aussi une réalité, qu'on le veuille ou non. Donc il y a cette crise environnementale qui pousse, et il y a une crise sociale aussi, effectivement, bien sûr. Ça se voit à travers l'hébergement d'urgence, mais ça se voit aussi dans les copropriétés dégradées, dans l'habitat indigne.
Et même, j'ai envie de dire, cette crise sociale dans l'adaptation, la nécessité de l'adaptation de notre habitat à des problématiques comme le vieillissement de la population. Donc ce n'est même pas une simple crise de la production, c'est une crise de la production qui s'ajoute à différentes crises de nature diverse. Et donc c'est pour ça que moi je partage complètement ce que disait tout à l'heure Véronique Bédac. Si on avait une recette simple à une crise multiple, on serait probablement des menteurs. Donc il n'y a pas une recette simple à une crise multiple. Il y a à revoir en profondeur et à refonder probablement les outils de la politique du logement et probablement aussi à refonder notre modèle de développement territorial. Ça fait 70 ans qu'on a un modèle de développement territorial fondé sur une énergie pas chère, d'ailleurs, globalement. Et je pense que ce modèle de développement territorial ne correspond plus à ces enjeux de crise-là aujourd'hui. Donc il faut refonder, il faut revoir nos outils, il faut les repenser complètement, il faut être innovant, y compris d'ailleurs par exemple dans l'accès au crédit, il y a des choses à revoir profondément. Il faut essayer de trouver de nouvelles voies, de nouvelles façons d'aborder les choses, revoir la fiscalité. Par exemple aujourd'hui, la fiscalité autour de la production est à revoir à mon avis assez largement. Voilà, donc à mon avis, je pense qu'il faut davantage appuyer sur ces différents outils. Puis ça a été dit également tout à l'heure. Peut-être ce qui manque encore aujourd'hui, c'est l'adaptation au territoire. Je pense que dans le nouveau modèle de développement territorial qu'on doit développer demain, le fine-tuning, cette capacité à aller adapter les politiques du logement à la réalité des territoires va devenir un enjeu majeur. C'est pour ça que je parle très souvent de décentralisation de la politique du logement. Il faut y arriver vite, mais effectivement, il faut donner des outils adaptés aux réalités locales. Alors, ce qui pêche du point de vue du secteur, évidemment, c'est qu'on supprime des aides aux primo-accédants. Olivier Salleron, le gouvernement a fait des propositions dans les dernières 24 heures sur un PTZ élargi, prolongé jusqu'en 2027. Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes ? Écoutez, on s'est suffisamment, on a suffisamment débattu là-dessus sur ce cas du prêt à taux zéro. On l'a entendu là depuis plus de 2 heures. Non, effectivement, il n'est absolument pas à la hauteur de nos attentes parce que vous savez, nous on maille tout le territoire. On a 100 fédérations dans tous les départements, et donc ce sont des fédérations, voilà carte de France, en fait, qui et outre-mer compris, en fait, ce maillage est total, et donc les remontées, évidemment, Corinne en parlait tout à l'heure, eh bien, c'est que réviser les barèmes, ok, tout ce qui a été fait, ok, ce plus, ok, mais c'était après un grand vide, on rajoute quelque chose, donc en fait, sur les 850 millions qui vont être dépensés, eh bien, on part quand même, on était à 1,3 milliard, hein, ou un peu plus. Donc là-dessus, ben, évidemment, quand on enlève d'un coup de ciseaux très rapidement après le CNR Logement dans des conclusions que l'on n'avait pas proposées nous-mêmes, donc premier mépris, première colère, et que quand on regarde la carte de France comme celle qui est là, et que l'on s'aperçoit que toutes les zones blanches plus bleues ne sont pas concernées, en tout cas par une aide aux primo-accédants et donc à un prix à taux zéro, tout ce qu'on a enlevé, on ne peut être que surpris. Donc le prêt à taux zéro, c'est moins 93% du territoire, moins 200 villes. Alors oui, donc on s'est peut-être aperçu qu'on avait fait quelques erreurs, que si on voulait réindustrialiser la France, il fallait quand même aussi mettre du logement à proximité. Et donc on a choisi, alors c'est pas un jeu de fléchettes, hein, je vous rassure, mais on a choisi quand même à peu près 200 villes et villages et communes qui sont effectivement très bien positionnés à la fois au niveau du tourisme, mais aussi la réindustrialisation de la France. Mais voilà, c'est-à-dire, et Corinne l'a dit tout à l'heure, les territoires ruraux, aujourd'hui, eh bien, sont délaissés. Et mon mot est faible. Mon mot est faible. Nous représentons les artisans, de l'artisan seul jusqu'aux plus grandes entreprises. Eh bien, aujourd'hui, construire des maisons individuelles, même à étage, avec une toute petite cour qui serait sur une zone à friche, hein, ou déjà imperméabilisée, eh bien, ça ne sera plus possible. Je parle au futur parce que le combat intellectuel n'est pas terminé. Notre combat avec les députés, avec le gouvernement, et il y en a des députés, je les salue ici, ils sont venus et ils nous comprennent. Eh bien, là-dessus, on doit faire corps avec tout ce qui est le collectif de l'Alliance. Parce que c'est totalement injuste de railler toute une partie de la population. Donc là-dessus,
Je veux bien qu'on rajoute des critères pour remettre des actifs au niveau du PTZ, mais ce n'est pas suffisant. En fait, le delta aujourd'hui, par rapport au PTZ proposé il y a encore un mois, qui a été corrigé la semaine dernière, ou cette semaine, eh bien, on est encore à 24 000 prêts à taux zéro sur 64 000 faits l'année dernière, qui est en déficit. Donc là-dessus, on ne peut pas être d'accord. Quand on voit cette carte, à quoi sert d'avoir fait le ZAN ? De toute manière, le ZAN, on ne va pas l'occuper, puisque quasiment la plupart de nos concitoyens, les modestes et les moyens, même les moyens moins, ne pourront pas avoir d'apport pour construire leur logement neuf. Donc à quoi ça sert ? Toutes les friches dans les petits territoires et le fameux fonds friche qui a été fait aussi, on s'est battu, il y a une task force transition énergétique avec les friches il y a 3 ans. À quoi ça sert si aujourd'hui nos concitoyens les plus modestes ne peuvent pas être aidés pour acheter un petit lopin de terre? Et je vous le rappelle, 82% de nos concitoyens veulent habiter en maison individuelle aussi. Ils ne le pourront sûrement pas tous, mais en tout cas, ceux qui le pouvaient encore, aujourd'hui, ça va être beaucoup plus difficile. Alors il faut être clair, est-ce que l'on veut des maisons individuelles ou plus de maisons individuelles en France, même des toutes petites qui prennent quelque chose sur des terrains imperméabilisés déjà, ou pas? Est-ce qu'on est en Chine, en Corée du Nord ou en France? Merci. Votre réponse, monsieur le ministre. Je ne m'attendais pas à la comparaison avec la Corée du Nord, Olivier. On n'a rien interdit encore jusqu'à présent. Écoutez, moi je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il est temps qu'on change de modèle de développement territorial. À un moment donné, c'est vrai qu'à chaque fois, on s'est retourné vers la construction de maisons individuelles dans les zones C et les dispositifs d'aide fiscale. Ça a été les 2 boosters. Chaque fois qu'on a eu des problèmes, on s'est dit « Allez, on va renforcer ces 2 boosters. » Regardez le Cellier en 2008, hein, un beau booster. Je crois que ça ne correspond plus à ce que doit être notre modèle de développement territorial demain. Quand je dis ça, je n'oppose pas les territoires urbains aux territoires ruraux. Si vous reprenez d'ailleurs mon discours du Congrès, j'ai été le premier à dire qu'il fallait se mobiliser davantage dans la question des territoires ruraux, dans les petites villes, avec le dispositif Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain. Le gouvernement le fait. Bruno Arcadipan, on a parlé récemment d'Action Cœur de Ville. J'ai vu comment on pouvait essayer de se mobiliser. Mais c'est plus le même boulot. C'est plus le même boulot. C'est plus ce type d'outils qu'il faut inventer. Il faut, je le disais tout à l'heure, dans ce nouveau modèle de développement territorial, il faut regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est de construire les outils qui correspondent à ce qu'on veut fabriquer demain comme ville. Et donc oui, il y a un recentrage du prêt à taux zéro dans le neuf. Il y a un recentrage du prêt à taux zéro dans le neuf. J'entends suppression du prêt à taux zéro, c'est pas vrai. Le prêt à taux zéro, il existe toujours dans l'ancien, en zone détendue. Parce que c'est l'outil, et d'ailleurs j'ai dit aux bailleurs sociaux, investissez-vous sur l'acquisition-amélioration, investissez-vous dans les centres-villes, accompagnons, comme ça a été dit tout à l'heure en termes d'ingénierie. Là, effectivement, on doit renforcer. Et on doit renforcer aussi ces politiques d'aménagement, de reconquête des centres-villes anciens dans ces petites villes et dans ces villes moyennes. Donc il y a du travail à faire. Mais le neuf, le prêt à taux zéro dans le neuf, recentrons-le là où véritablement il y a des besoins de neuf prioritaires. On n'est pas en train de parler d'interdiction de construction, on est en train de parler d'aide publique, c'est-à-dire ce qu'on veut orienter en matière de politique publique. Qu'est-ce qu'on veut orienter en termes de politique publique, de production de neuf? On veut orienter vers les territoires qui en ont le plus besoin en termes de production de neuf. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire dans les territoires, notamment les petites villes et les villes moyennes? J'ai envie qu'on renforce effectivement la reconquête des centres-villes anciens, la reconquête effectivement du bâti qui existe obsolète, qui est vacant. Quand vous regardez les taux de vacances dans un certain nombre de petites villes, c'est là qu'il faut agir aujourd'hui, il faut travailler. Peut-être, tout à l'heure ça a été évoqué, l'idée d'aide à la démolition-reconstruction dans les petites villes. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Là, on est dans un nouvel modèle de développement territorial. Pardon. Donc je parlais des nouveaux outils sur l'accession. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'outils à inventer. Il faut être innovant sur le crédit immobilier. Moi, je vois d'autres pays qui ont distingué effectivement davantage la propriété des murs par rapport à la propriété du foncier. Il n'y a pas que le bail réel solidaire. Il y a d'autres types d'outils qui existent dans d'autres pays. On peut être innovant sur cette question du crédit immobilier. Les banques aujourd'hui ne jouent pas le jeu.
J'attends aussi un peu plus du gouverneur aujourd'hui sur cette question du crédit immobilier. On peut être beaucoup plus innovant et inventer des choses qui sont plus adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Le logement locatif intermédiaire, on a élargi le nombre de territoires qui peut aujourd'hui en bénéficier. On a élargi à des investisseurs institutionnels. Oui, je suis d'accord qu'il y a une question de rendement à travailler. On va travailler sur cette question du rendement. On est en train d'y travailler dessus. On l'a élargi pour les bailleurs sociaux. Ils vont passer de 10% de possibilité de construction de LLI à 20% de LLI. Là, on a des nouveaux outils qui correspondent à la nouvelle réalité. Je ne reviens pas sur l'accord HLM. Le logement étudiant, le gouvernement est en train de travailler sur un plan pour le logement étudiant. On a du foncier disponible dans les campus universitaires. On va le mobiliser, on doit le mobiliser. Pourquoi aujourd'hui on ne le mobilise pas? On est en train de travailler dessus. Là, on a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas normal que 12% de nos étudiants renoncent à des études parce qu'il y a un problème de logement étudiant. Ça, c'est prioritaire. Le logement étudiant, il est dans les villes universitaires. Là, on doit construire, on doit y aller. Le foncier public, on doit revoir aussi. Aujourd'hui, on est en train de parler de décode, de vente de foncier public. Mais si on n'est pas capable de vendre du foncier public, c'est pas grave. On peut faire des opérations en bail emphytéotique dessus, avoir une redevance et faire que ce foncier public soit vraiment valorisable par les opérateurs. Hier, je parlais de territoires engagés pour le logement, des dispositifs, des mesures législatives qui permettraient d'accélérer la production de logements. On l'a fait pour les Jeux Olympiques de Paris. Pourquoi on ne serait pas capable de le faire pour les territoires et les métropoles avec des normes qui soient assouplies sur un certain nombre de domaines? Travaillons sur les outils de demain. Travaillons sur les outils de demain. Moi, je n'ai pas envie de travailler sur les outils d'hier. Le prêt à taux zéro en zone détendue, c'est un outil du XXe siècle. J'ai envie de travailler avec vous sur les outils qui permettent de faire la construction là où on en a le plus besoin, là où aujourd'hui sont les besoins. Très sincèrement là-dessus. Et puis il y a la fiscalité locative, mais je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Alors, on en est à la première étape du 49.3 de la loi de finances. Olivier Saleron, est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous reste une marge de manœuvre? Est-ce qu'il n'est pas un peu tard? Et est-ce que vous avez encore des propositions à faire à ce stade? Oui, il reste toujours une marge de manœuvre. Moi, je suis hyper fier qu'avec tout le travail qu'on a tous mené dans tous les territoires et tous les membres de l'Alliance, et je le répète, les députés et sénateurs qui sont dans le coin ici, qui ont voté sur notre amendement prêt à taux zéro, nous avions la majorité à l'Assemblée nationale. Plus de 300 députés ont voté cette semaine, jusqu'à cette semaine, notre amendement pour rétablir justement ce prêt à taux zéro dans l'ensemble du territoire sur la maison individuelle tel qu'il était. Donc, bon, moi je veux bien entendre toutes ces choses-là, mais il y a un ressenti et il y a un besoin encore. Alors peut-être qu'il n'y a pas que des hommes et des femmes du XXe siècle ici, il y a quand même pas mal de gens qui réfléchissent XXIe siècle. Donc voilà. Mais, monsieur le ministre, il y a un truc qu'on ne vous a pas dit. Il y a un truc qu'on ne vous a pas dit avant d'arriver, puisque vous êtes arrivé début juillet, je crois. Fin juillet, voilà. Il y a un truc qu'on ne vous a pas dit, fin juillet, c'est que, en fait, tout ce que vous nous proposez, le comité, les commissionnites, les colloques, etc., eh bien, on l'a fait pendant 9 mois. Ça s'appelait le CNR Logement. Alors, est-ce que dans la salle, et je me retourne avec politesse et vraiment pas vers Véronique Bédague, pour savoir qui voudrait mener un nouveau CNR Logement en 2024 et prendre le lead, ben écoutez, je crois que même Pascal Boulanger ne lève même pas le doigt. Il en a marre. Voilà, il en a marre. Et que ce soit Grégory Monod, et je ne vais pas tous vous citer, mais voilà. Donc, en revanche, ce que je sais, c'est que vous êtes un homme de conviction, que vous avez des idées bien arrêtées, mais vous êtes capable aussi de réfléchir, et ça, évidemment, mais surtout de vous rendre compte des choses sur le terrain. Non, mais ce n'est pas du tout stigmatisant ce que je dis, c'est pas péjoratif. Et les quelques mois, depuis les quelques mois qu'on se rencontre, vous êtes un homme de caractère. Vous êtes un vrai mec de terrain. Et moi, je suis sûr que, un, on va pouvoir réussir à vous convaincre sur certaines choses, et deux, vous l'avez dit avec vos mots, il faut construire plus, mais il faut que derrière, que le résultat soit là. Et si on veut que le résultat soit là, avec tout ce que vous avez proposé, et surtout pas nous inventer un autre nouveau comité de ceci ou cela, une commissionnite ou autre chose, eh bien, travailler sur des trucs très précis dont vous avez dit, à très peu de monde. C'est pas la peine de mobiliser 300 personnes sur 9 mois pour pouvoir coucher d'un parpaing, rien du tout, hein, ce qu'on a eu la dernière fois. Donc aujourd'hui, on est prêt, mais l'urgence, elle est là dans les 24 prochains mois. La casse sociale va être présente dans nos entreprises, et je crois qu'il faut maintenir certaines dispositions
même si elles ne nous contentent pas, et vous avez raison. Nous aussi, on est des hommes qui voulons rénover nos centres-villes. On est à fond sur la rénovation énergétique. D'ailleurs, c'est 54% de notre chiffre d'affaires, la rénovation et la rénovation énergétique. Et on en est fiers. On est tous là-dessus, hommes et femmes compris. Donc aujourd'hui, on veut bien travailler là-dessus, mais voilà, soyons précis. Je sais qu'avec vous, on peut avancer. Je ne vous lance pas de fleurs, mais j'en suis persuadé. Maintenant, il faut un moratoire sur ce qui existe aujourd'hui parce que la catastrophe se produira dès fin 2024, dès fin 2025. Et avec un gouvernement qui prône le plein emploi, il n'y aura pas de plein emploi sans le bâtiment. Peut-être juste d'un mot, Olivier Salon. Juste d'un mot, vous évoquiez à l'instant la rénovation énergétique. Vous avez des propositions à faire dans ce domaine-là? Oui, alors bien sûr. Alors, dans le neuf, on a parlé que le PTZ, mais on pourrait parler de l'investissement locatif privé. Vous voyez, je ne parle même pas de statut de bailleur privé. C'est un truc qui n'a jamais existé, mais qui est déjà obsolète. Eh bien, parlons de l'investisseur en locatif privé, comme ce qui se fait en Allemagne. C'est des choses aussi dont le président de la République nous a promis en 24 heures du bâtiment. C'était le 18 novembre dernier, rappelez-vous. Et il nous l'a dit. Oui, ça peut être une solution. Bruno Le Maire nous a dit, allez, on va se mettre au travail. Bon, bien mettons-nous au travail. Il n'y a pas que nous qui le disons. Tout cela le disent. Si les notaires le disent, c'est quand même, ils savent compter. Peut-être plus que les mecs du bâtiment. Ils ont fait un peu plus d'études. Ils en ont fait 8. Nous, quelquefois, on s'est installé à 16 ans et on a créé nos boîtes. Mais voilà. Mais en tout cas, on a le truc du terrain. Juste cette annonce. Nous allons ouvrir la discussion avec vous, hommes professionnels et femmes professionnelles, sur un statut, sur l'investisseur du locatif privé. Pourquoi pas? Moi, je suis comme vous, je suis sûr que ce sont des petites choses qui vont faire fonctionner et reprendre tout ce qui est non seulement le logement neuf, mais on l'a vu avec Emmanuelle Cos, je ne vous l'ai pas dit, mais elle était présente tout au début de cet après-midi. Tout est lié, cette chaîne du bâtiment, du locatif très social, du locatif privé, puis ensuite de l'accession à la propriété et de la propriété. Donc tout ça, ce relais, on l'a massivement dans tous les territoires, de l'AMF jusqu'au Conseil des régions nationales, avec Carole Delga avant-hier, etc. etc. Cette alerte, elle est grave, parce que je reviens à votre question sur la rénovation énergétique. On est à plus 10%, et on dit, super, on a bien bossé. Et enfin, après le CNR Logement, il n'y avait rien sur la rénovation énergétique. Rappelez-vous, il a fallu attendre justement votre arrivée concomitante, et on dit merci, mais merci la France, merci pour la France et les Français. En tout cas, voilà, plus 2 milliards de MaPrimeRénov', tant mieux. Bon, on en reparlera peut-être demain ou après-demain. Les quelques coups de râpe et les bâtons dans les roues qu'on a mis parce qu'il faut changer, on complexifie le truc là. Non, ça on n'en veut plus. Il faut garder quelque chose de très simple. Et bien là-dessus, on est prêt. Donc, la rénovation énergétique, je vous l'ai dit, on est déjà à fond. Maintenant, les propositions, elles sont importantes sur la rénovation. On a eu les écoles, rappelez-vous, il a fallu attendre quelques mois, mais on les a. La rénovation dans les écoles, les 40 000 écoles rénovées en France, c'est pour les 10 prochaines années. Tant mieux, rénovation énergétique, 40 milliards d'euros sur 10 ans. On a aussi le décret tertiaire que le gouvernement précédent avait fait. Voilà, ça aussi, c'est du travail qui arrive pour l'ensemble de nos entreprises. Parce que oui, le neuf, on ne fait pas que du neuf, on ne fait pas que du logement neuf. Le logement neuf, c'est 30% de notre activité. Et quand on taille à la hache, comme dirait Grégory Monod la dernière fois, 30%, quand on tape 30% des 30%, eh bien ça fait 10%. Et dans le bâtiment, 10% de notre activité, c'est 16,6 milliards d'euros. Et 16,6 milliards d'euros, je le répète parce que c'est important et c'est dramatique, c'est 150 000 salariés de moins. Je finirai sur ce thème. On voit la baisse de la consommation des ménages depuis quelques mois. Alors c'est pour moi qui le dis. J'étais à la conférence sociale au CESE avec 6 ministres, la première ministre, etc. Et tous les grands chefs et cheftaines de tous les organisations salariales. Le directeur général de l'INSEE a dit, écoutez, depuis plusieurs mois, quelques mois, c'est vrai, voilà, la consommation des ménages baisse à cause, gravement la courbe, à cause de non-investissement dans le logement neuf. Moi, j'applaudis pas, je pleure. Et je me dis, il y a urgence, donc oui, pour travailler avec vous, et je sais que vous en avez, je sais que vous avez envie de travailler avec nous. En revanche, voilà, il faut des mesures pour les 24 mois qui viennent, pas toucher à tout ça. Monsieur le ministre.
Avant de vous laisser répondre et conclure, Monsieur le Ministre, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que votre porte reste ouverte pour le secteur? Est-ce qu'il y a encore des choses à discuter? D'abord, je crois, Olivier, je permets de me... Bon, je m'appelle Olivier et Patrice, donc on va pas faire semblant. Depuis que je suis ministre, je ne crois pas avoir convoqué beaucoup de réunions ou de comités. Et je pense qu'on a essayé déjà plutôt de mettre en place des actions. Le PTZ dans le neuf a été renforcé dans les zones tendues. Aujourd'hui, on est passé de 50% de la population éligible à 70% de la population éligible. Donc ça veut dire qu'on commence à s'adresser à des classes moyennes qui ont une capacité, je pense, justement à aller chercher de l'accession à la propriété aujourd'hui avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés. On a relevé des barèmes, des plafonds. Je pense que là-dessus, il y a des éléments qui nous permettent de penser qu'on va pouvoir maintenir un rythme de consommation du prêt à taux zéro qui doit pouvoir soutenir et amortir le choc d'une crise de politique monétaire qui est là. Sur le mouvement HLM, moi je me suis vraiment réjoui de l'accord qu'on a pu trouver avec le mouvement HLM, parce que ça signifie qu'on va pouvoir travailler ensemble à l'avenir sur la façon dont on réussit à concilier ces deux crises, deux des trois, enfin, la troisième qui est là aussi indirectement avec le mouvement HLM, mais tenir à la fois l'objectif de rénovation énergétique, ce qui a ici des enjeux dans le parc social, et à la fois la relance de la production. Et d'ailleurs, les premiers chiffres que j'ai aujourd'hui sur la consommation des prêts des bailleurs sociaux sont plutôt encourageants par rapport aux mesures et à l'accord qu'on a trouvé avec le monde HLM. Hier, je le disais, territoire engagé pour le logement, c'est des mesures qui doivent pouvoir permettre d'accélérer, là on est en train de parler de court terme, d'accélérer la production du logement, et si possible dès 2024. Je n'ai pas parlé du plan de rachat d'Action Logement et de la Caisse des dépôts avec 47 000 logements rachetés. Donc j'aurais pu parler de l'abattement sur le foncier public qui se trouve, sur le foncier privé, pardon, sur les plus-values de cession foncière qui se trouvent dans le PLF. Tu l'as dit sur la question de la rénovation. Quand même, aujourd'hui, MaPrimeRénov', c'est un accompagnement qui est important. On est en train de parler de 2,5 milliards au sein de l'ANER qui sont mobilisés sur la question de la rénovation énergétique, avec des aides aujourd'hui pour les ménages les plus modestes qui peuvent aller jusqu'à 90%. Donc un accompagnement qui est quand même extrêmement important. Et je veux le dire aussi parce que moi, je suis pour mon accompagnateur Rénov'. Je le dis ici, non mais je le dis ici volontairement. C'est un tiers de confiance qui a pour objectif à rétablir une asymétrie d'information sur un marché. Entre l'entreprise et le propriétaire, il y a une asymétrie d'information. Et sur un marché qui fonctionne bien, une asymétrie d'information, ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut mettre un tiers de confiance. Cet accompagnateur Rénov', ne le voyez pas comme un frein, voyez-le comme quelqu'un qui doit accompagner le propriétaire justement pour vous permettre d'aller plus vite sur un certain nombre de choses. Et je le vois comme ça. Et je voudrais qu'on essaie de le construire ensemble comme ça. Donc, mon accompagnateur Rénov' doit pouvoir permettre justement d'aller plus loin sur les rénovations globales dont on a absolument besoin. Ça ne veut pas dire la fin des monogestes, ça ne veut pas dire ça. Et d'ailleurs, je sais très bien qu'en 2024, il y aura une grande majorité de monogestes. Mais à un moment donné, on ne peut plus rester que dans le monogeste. Et si on ne veut pas être que dans le monogeste, il faut de l'accompagnement, il faut un tiers de confiance. Donc je ne veux pas que vous le voyez négativement. Donc sur cette question-là, on a même élargi d'ailleurs la rénovation énergétique au confort d'été. Ça, c'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. La question de l'adaptation au changement climatique est aussi, parce qu'on parle des passoires thermiques, il y a aussi les bouilloires thermiques. J'ai eu l'occasion d'en visiter, y compris dans le parc social. Et donc il y a aussi à s'attaquer à ça. Et là aussi, il y a un marché. Donc ma porte, elle est toujours ouverte, à condition effectivement de penser des mesures pour l'avenir, à condition de penser des mesures adaptées aux nouveaux modèles de développement territorial, aux nouveaux enjeux en fait qui sont devant nous dans les années qui viennent. Ma porte sera toujours ouverte. Et je te le dis, Olivier, moi je suis quelqu'un qui est dans l'action et je veux bouger les choses et je ne suis pas dans la réunionnite. Alors, un dernier mot quand même sur la question de la fiscalité locative, puisqu'il y a... Attends, le A. Yann Brossat est parti en plus, voilà. Écoutez, j'ai largement échangé, vous connaissez ma position initiale, le journal Le Monde l'a rendue publique, donc je ne vais pas me cacher. Moi, j'ai beaucoup échangé, on a vu effectivement qu'il y avait des craintes d'une mesure rapide, précipitée.
Et donc j'ai proposé effectivement à la Première ministre, qui l'a accepté, qu'on puisse mettre en place une mission sur la réforme de la fiscalité locative, mission parlementaire, qui aura pour objectif d'aboutir de manière très concrète sur le PLF 2025, avec une réforme globale de la fiscalité locative, dans laquelle évidemment vous serez pleinement associés. Donc les parlementaires seront missionnés prochainement. C'est une annonce que je vous fais là, d'ailleurs. C'est une annonce au nom de la Première ministre. Et donc on va pouvoir avancer sur cette réforme de la fiscalité locative en intégrant tout. C'est vrai qu'il y a eu des craintes. Il y a eu des craintes, je le reconnais. J'étais pour l'alignement, mais c'est vrai qu'il y avait des craintes. Il y a eu des craintes exprimées par un certain nombre de personnes. Pourquoi ? Parce que certains ont dit « Attention, je vais perdre mes meublés saisonniers dont j'ai absolument besoin. Attention dans les stations de ski. Attention dans les gîtes ruraux. Attention de... » Bref, la Première ministre a souhaité avoir une position sage. Elle a préféré remettre à plat l'ensemble de la fiscalité locative. Cette mission est avec des perspectives d'engagement de la part du gouvernement. Et je vous dis, j'en fais cette annonce aujourd'hui. Donc voilà, moi je suis ravi de pouvoir m'exprimer devant vous. Je veux juste vous faire passer un message. Je l'ai dit au départ, moi je suis convaincu que vous avez une place centrale dans la question du logement aujourd'hui. Vous êtes l'acteur central du logement. On a besoin de vous, évidemment, dans la construction, et on a besoin de construire demain de manière importante, pas partout en France, pas partout en France. On a besoin de construire dans le neuf, dans des territoires qui en ont vraiment besoin aujourd'hui. Sur la construction, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de vous dans la rénovation énergétique. Je vais vous raconter une anecdote de président de la communauté urbaine de Dunkerque. Aujourd'hui, ce qui me bloque sur les rénovations énergétiques chez moi à Dunkerque, ce sont les entreprises. C'est-à-dire j'ai pas les entreprises pour faire la réno. À Dunkerque, j'ai pas... Mais vous me croyez pas. Je vous dis que président de la communauté urbaine de Dunkerque aujourd'hui, je n'arrive pas à recruter des diagnostiqueurs, je n'arrive pas à trouver les entreprises à la hauteur de la rénovation. Venez à Dunkerque, venez faire la réno chez moi. Alors on peut discuter ensemble de la façon dont on massifie ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les entreprises chez moi. Je n'ai pas assez d'entreprises pour le faire. Je n'ai pas assez de compétences. Olivier, je te renvoie la balle. Donne-moi des entreprises à Dunkerque pour faire les rénovations énergétiques. Voilà. Levez le doigt. Je voulais juste terminer. Donc on a besoin de vous sur la question de la rénovation énergétique. On a besoin de vous, effectivement, pour alimenter ce modèle de développement territorial du XXIe siècle. J'attends de vous, effectivement, ces idées qui permettront d'orienter, comment dire, un modèle du développement urbain qui est compatible, effectivement, avec le zéro artificialisation net, qui est compatible avec les enjeux environnementaux. On avait une logique de consommation en foncière en France qui était unique en Europe. Aucun pays en Europe n'a consommé autant de foncier que nous, et vous le savez tous, au cours de ces dernières années. Il faut remettre en cause ce modèle de développement-là. Je suis certain que vous avez toutes les compétences pour pouvoir le porter et vous avez toutes les idées pour m'aider. Eh bien, aidez-moi. Voilà, donc non seulement ma porte est ouverte, mais c'est un appel à l'aide. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Un mot de la fin, peut-être ? Donc à Dunkerque, il doit manquer des diagnostiqueurs surtout, et puis après les entreprises. Alors j'en remets une couche et je ne conclue pas tout de suite, mais les 120 000 salariés de plus qu'on a embauchés depuis le premier jour du Covid, c'est un record dans tous les secteurs de l'économie française. 120 000, hein, c'est quand même énorme, puisque si, voilà, bravo, compris apprentis et tout nouveau et tout niveau au niveau du bâtiment, ce qui veut dire que non seulement on a eu une belle attractivité, d'ailleurs on y travaille beaucoup avec toute cette communication, mais aussi, eh bien oui, parce que cette dimension psychologique, philosophique de la rénovation énergétique pour les jeunes et les moins jeunes, elle compte beaucoup. Donc ceux-ci, on les accueille. Nos centres de formation, qu'ils soient du CAP jusqu'à l'école d'ingénieurs, ils ne sont pas encore tout à fait pleins à craquer, mais en tout cas, ils ont une progression à 2 chiffres tous les ans depuis 2016, 2017, etc. Donc ça aussi, c'est extraordinaire. Donc, si on n'est pas prêt à Dunkerque, on est prêt partout. Et on le saura à Dunkerque. Et on forme, et on recrute, et on attire par ce Save the Planet. C'est ça aussi qu'on a tous dans la tête. Ce que je voulais finir aussi, enfin, surtout avec vous, Monsieur le Ministre et cher Patrice, déjà, voilà, merci pour ta franchise, parce qu'on ne change pas un homme en un quart d'heure. Hein, mais vous inquiétez pas, il nous reste quelques heures à passer ensemble. Hein, on va vous montrer. Mais surtout, pour être plus sérieux, c'est qu'on n'essaie pas de... Le mot est fort, mais c'est vrai. On n'essaie pas de casser des dispositifs
tels que le prêt à taux zéro, tels que, appelons-le le Pinel encore, ou des choses comme ça, en pleine crise du logement violente. Quand je demande un moratoire de 24 mois, c'est pas un minimum, on le fera, mais à côté de ça, on va bosser. Et surtout, vous laissez toutes les mesures qui sont prises à la volée aujourd'hui faire leurs preuves. Oui, le DPE, il faut le réformer. Oui, l'accompagnateur Rénov', pourquoi pas? Moi, en Périgord, il y en a déjà plein d'accompagnateurs Rénov'. C'est les EPCI qui sont chargés. Et puis, ça fonctionnait très bien. Mais aujourd'hui, on doit en recruter plusieurs centaines de milliers et il n'y en a pas assez. Ou dizaines de milliers, pardon. Et il n'y en a pas assez. Donc, ça va encore freiner la rénovation énergétique. Moi, j'ai bien peur que l'année prochaine, on fasse moins en rénovation énergétique. Après, et pourtant, je suis un optimiste réaliste toujours. Donc, la FEB a toujours répondu, évidemment, à l'ensemble des associations, des organismes d'État et au gouvernement, et au ministre du Logement en particulier, toujours ces sollicitations par le travail, pour répondre à l'attente des Français, parce que, voilà, nos métiers ont une utilité sociale. C'est plus que ça. Manger, se loger, se soigner, c'est les 3 piliers de notre société. Et je suis sûr que vous en êtes évidemment d'accord, vu le passé que vous avez d'hommes de terrain. Donc, attention, ne cassons pas cet outil, ce bel outil, cette salle pleine, vous voyez comme on peut mobiliser avec tout cet enthousiasme, mais aussi cette peur que l'on a. Cette peur, cette anxiété qu'on a. Vous voyez, 30% de ceux que vous voyez aujourd'hui peuvent être en difficulté dans 2 ans. Et ça, il ne faut pas le casser, parce que ces hommes-là et ces femmes-là, elles ont bossé, elles se sont relevées de la crise du Covid, de la crise des matériaux, de la crise, tout ça, voilà, de la crise de l'énergie, de la crise en Ukraine, des hausses des taux d'intérêt, du ZAN, etc., avec lequel on a bossé, de la RE 2020, on n'a pas parlé, on a bossé avec l'ancienne ministre du Logement, mais très fort. On est très positif, parce qu'on sait que nos métiers, non seulement sont éternels, mais aujourd'hui, ils ont 30 à 40 ans devant eux en rénovation énergétique, mais on l'a vu tout au long de cet après-midi, il faut continuer à construire là où on industrialise, là où les Français veulent s'installer. Et là-dessus, je pense qu'on ne peut être que d'accord avec l'ensemble des Français. C'est ça aussi la démocratie. On est prêt toujours, évidemment, et moi le premier, à travailler avec vous. Merci. Merci beaucoup, Olivier Salleron. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, d'être venu. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier en particulier parce que vous avez été extrêmement attentif et concentré pendant presque 3 heures. Donc bravo à vous. Merci de votre attention et vous pouvez maintenant aller boire le verre de l'amitié. Voilà, cette détente après tant d'attention cet après-midi. Merci, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci à Claire. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à Claire. Merci.